chers amoureux de l'art, et bienvenue à Colloquium, votre émission mensuelle qui permet la discussion avec des artistes. Je suis Philippe Ekra et vous le savez, on parlera d'art contemporain. J'ai le plaisir immense, la joie indescriptible de recevoir en ce jour un artiste éminent et singulier dont la parole est rare, sans doute parce qu'elle est précieuse. C'est un artiste qui a participé à de grandes messes des arts visuels comme la Biennale de Johannesburg en 1995, la Biennale de Dakar en 1998 et par deux fois à la prestigieuse Biennale de Venise en 1993 et en 2013. Notre invité du jour est par ailleurs depuis 2022 élevé au rang de chevalier de l'Ordre du Mérite culturel ivoirien. Il a également reçu en 2024 la distinction du prix d'excellence pour le cinéma et les arts visuels. Vous l'aurez compris, Colloquium a aujourd'hui l'honneur de recevoir un artiste important de la scène des arts visuels ivoiriens, un dinosaure. Tamsy Dia, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir à Colloquium. Comment vous allez? Ben ça va. Plaisir de vous voir, de vous connaître aussi. Et puis je suis très heureux qu'on m'ait invité et ça me fait vraiment plaisir. Exactement. Je n'ai pas d'habitude l'occasion de parler comme ça, mais c'est une occasion de parler avec vous et c'est vraiment bien. Ça fait plaisir, c'est la preuve que ça évolue dans le pays. Merci encore de permettre cette discussion qui nous permettra, on le dit, de connaître votre parcours, votre démarche artistique et surtout votre vision de l'art. Mais pour ce faire, permettez-moi, Tamsy Dia, de vous inviter à monter dans une machine à remonter le temps. Nous sommes en 1978 et c'est votre toute première exposition en France, à Paris. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand même les circonstances de cette exposition et les souvenirs que vous en gardez? Vous savez, tout ça c'est des parchemins maintenant. Avec l'âge et le temps, ces choses, je suis passé au-dessus parce que pour moi maintenant, ce qui est plus important, c'est le travail que je fais. Il fallait passer par ça pour arriver là où je suis et aujourd'hui, ce que je fais m'importe beaucoup plus. Je ne rejette pas le passé, mais je ne reste pas dans la nostalgie. Mais je préfère évoluer et aujourd'hui, il y a d'autres découvertes, d'autres choses. Voilà. Sinon, en 1978, je me suis trouvé à Limoges. On m'a dit d'exposer dans une banque, je l'ai fait. Ensuite, j'ai fait d'autres expositions avec les groupes d'étudiants de Paris. Nous avons fait des expositions, puis d'autres expositions que j'ai pu faire, donc je ne parle plus de ça. Mais maintenant, ce qui est important, c'est mon parcours, ce que je vis en ce moment et le travail que je fais. En ce moment, on est d'accord, mais oui. on a envie d'en savoir davantage sur le début, comment ça a commencé, comment est-ce que vous avez pu vous forger, vous construire en tant qu'artiste. Les tout débuts sont importants. On voulait savoir une idée de c'est simple. Oui. J'avais 12 ans, c'était au grand marché de Trècheville, il y avait une bibliothèque. Oui. Je suis monté, j'ai regardé des bouquins et j'ai découvert des livres d'art. Et j'ai vu des livres d'art qui représentaient Léonard de Vinci, Michel-Ange et autres. Puis j'ai vu les œuvres de la chapelle Sixtine de Michel-Ange. Et j'ai décidé en ce moment de ne plus jamais faire autre chose que les arts. C'est comme ça mon parcours a commencé. Et puis je faisais des reproductions, des bandes dessinées et tout. Et je suis rentré à l'école des arts appliqués de Bingerville en 1969. J'ai fait 6 années. Je suis allé à Aubusson. Mon professeur voulait que je fasse la tapisserie parce qu'il n'y en avait pas ici. Mais ce n'était pas tellement ça parce que moi, c'était la peinture qui m'intéressait. Et créer, et puis l'imaginaire parce qu'avec ce que j'avais vu des grands artistes européens et tout, et même déjà ceux que je voyais ici en Côte d'Ivoire, qui étaient des peintres naïfs. Ils peignaient des tableaux au jardin, juste à la mairie du plateau. Les peintres du dimanche. Les peintres du dimanche, c'était naïf, c'était assez rigolo, amusant et tout. Mais je trouvais qu'il y avait de l'imaginaire, de l'imagination, et ça me plaisait. Et depuis ce temps, je n'ai fait que faire la peinture, jusqu'à de Bingerville, et à Aubusson à Angers, et puis l'école des arts de Paris. Voilà, Mais en 78, quand vous exposez en 78, oui. Vous êtes toujours étudiant à l'atelier Yankel, si je ne me trompe pas. Oui, j'étais étudiant à l'atelier Yankel. D'ailleurs, c'était un très bon professeur et qui nous a donné beaucoup d'affection et tout. Vraiment,
Je le remercie, ce monsieur-là, quel que soit l'endroit où il se trouve, bien qu'il ne vit pas, mais en tout cas, c'est un monsieur formidable. Et là, on a eu l'occasion de rencontrer à Bingerville, avant de partir voir Yankel, Mademoiselle Calfon, Thierry Lucien, qui nous ont donné une chance. Parce qu'à l'époque, il faut dire que les arts étaient complètement embrigadés par certaines personnes. Donc, il fallait l'ouverture. Et nous sommes de cette génération qui, en 1993, quand il y a eu la Biennale de Côte d'Ivoire, on va y arriver. Voilà. On va y arriver parce que justement, après cette période-là, après la première exposition de 1978, oui. Il y a une série d'expositions. Je pense au Centre culturel français ici à Abidjan, oui, effectivement. Dans des musées en France, dans des galeries parisiennes également. Oui. On ne pourra pas toutes les citer, ces expositions, parce qu'évidemment, on risque de passer la nuit ici. Oui. Mais vient cette année de 1993. Oui. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Et en cette année, justement, vous participez à la Biennale de Venise. Effectivement. Oui. Effectivement. Parlez-nous de cette biennale. Ben, je me trouvais à Bassam chez moi. Il y a un couple d'Américains qui étaient venus avec un grand artiste sénégalais, Ousmane Sow, qui est un grand sculpteur. Un grand sculpteur, oui. Et quand ils sont venus chez moi, ils ont vu mes travaux, ils étaient très intéressés. Et ils m'ont demandé si ça m'intéressait d'aller à Venise. Je leur ai dit, j'ai dit pas exactement, parce que déjà j'avais entendu parler de Venise, j'ai lu des bouquins sur Marco Polo et tout. Donc, pour moi, c'était une occasion. Et quand j'ai été à Venise, et j'ai découvert Venise, et me voir projeté comme ça, dans un grand environnement comme ça, c'était à la fois un honneur, bien sûr pour moi, en tant que jeune artiste africain, mais surtout pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique même, de me trouver là. Et ça, c'est un moment épique, un moment extraordinaire et tout. Et donc, je ne me défais pas de ça. Exactement. Même quand je dis c'est du parchemin, c'est vrai, mais c'est des bons moments de la vie de quelqu'un, découvrir Venise, mais en même temps être dans une exposition internationale de Venise. Alors là, c'était vraiment quelque chose de grandiose pour moi. Exactement. Voilà. Alors donc, pour moi, c'est un parcours très important et qui illustre quand même que ça m'a permis de découvrir autre chose et voir d'autres choses et des visions. Des visions différentes. Voilà. Des visions différentes. Des techniques différentes, des visions différentes de l'art et tout. Parce que c'est ça qui est intéressant dans l'art. Ce n'est pas de se figer, mais c'est d'aller à la découverte des autres. Mais votre parcours est assez atypique, hein? Parce que vous faites d'abord la Biennale de Venise. Oui. Avant de revenir, et en 1995, vous faites la Biennale de Johannesburg, et en 1998, la Biennale de Dakar. On est habitué... Mais la Biennale de Dakar, je n'ai pas fait qu'une Biennale, j'ai fait 3 biennales successives. Exactement. Mais je veux dire qu'on est habitué tellement à voir d'abord les artistes faire des biennales sur le continent avant de sortir. Vous, c'est carrément l'inverse. Ah ben ça, c'est le destin. C'est le destin, c'est la vie. Et c'est pourquoi ce genre de choses, il faut le prendre avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de sagesse et de pondérance. Et comme je le dis encore pour ne pas me répéter, c'est le travail et c'est le destin. Et ce destin, quand on l'a, il ne faut pas galvauder ça, il faut tout au contraire prendre ça en main, à bras le corps et puis travailler et puis évoluer. Et voilà ce qui s'est passé, c'est ça. D'autres diront la chance, ceci, cela, bien sûr, mais c'est le destin. Le destin. Et que retenez-vous de vos biennales africaines? Bon, Biennale de Johannesburg ou Dakar. Oui, mais avant de parler de Johannesburg, même de Dakar, je vais parler un peu de la Biennale de Côte d'Ivoire en 1993, parce que j'ai eu la Biennale de Côte d'Ivoire en 1993. C'était la première fois même que j'ai rencontré le président de la République, qui était un nouveau Premier ministre. Et il est passé devant mon stand et je ne pensais pas que j'aurais eu ce prix. Et on a annoncé que j'avais le premier prix. Et ce qui est extraordinaire, c'est le fait que... Le prix Christian Latier, il faut le rappeler. Oui, exactement, parce que ce monsieur Christian Latier, c'est dommage que les Ivoiriens ne prennent pas, les Africains ne prennent pas ce monsieur au sérieux, parce que c'est l'un des plus grands sculpteurs de l'humanité. Je le dis sans... Je suis totalement d'accord avec vous. Je le dis parce qu'il a créé une sculpture qu'il n'y a aucun genre comme ça dans le monde entier. Et c'est un monsieur qu'on doit respecter, honorer en Côte d'Ivoire. Donc, avoir un premier prix Christian Latier, c'était formidable. Ensuite, ce qui était très important, c'est le fait que ce prix
m'a été attribué, mais ce n'était pas à moi seul. C'était à toute une génération qui avons subi des frustrations, être négligés par des professeurs, par des gens qui ne croyaient pas en nous, qui étaient tout le temps devant. Et il a fallu qu'il y ait quelqu'un de ma génération, ça aurait pu être un autre, mais ça a été moi. Et je me suis trouvé là, premier prix de la Biennale de Côte d'Ivoire. Exactement. Ensuite, Venise, Sénégal. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir, une dame qui m'a dit, mais écoutez, ça vous intéresse d'aller à Johannesburg? J'ai dit, bien sûr. Elle me dit, mais pourquoi vous me demandez ça? Elle dit, non, parce que ce que vous faites m'intéresse, j'aimerais vous présenter là-bas. J'ai dit, mais d'accord. C'est là où j'ai été à la Biennale de Johannesburg. Intéressant. Voilà. Donc, ça a été mon parcours, mon destin. Et depuis ce temps, je travaille, je bosse, je n'arrête pas. Et vous n'arrêtez pas, évidemment. Et comme vous n'avez pas arrêté et que votre carrière est très longue, en 2022, vous avez été élevé au rang de chevalier de l'ordre du mérite culturel ivoirien. En 2024, vous avez reçu le prix d'excellence pour le cinéma et les arts visuels. Tamsir Dia, quand vous observez toutes ces carrières, toute l'étendue de cette carrière qui est très longue, certains pourraient vous appeler dinosaures comment on dit, des arts visuels ivoiriens. Vous êtes on va dire, vous avez une carrière très longue et très riche. Quel regard avez-vous? Comment vous évaluez tout ceci quand vous regardez toute cette carrière? Vous vous dites, j'ai fait ce que je voulais faire, j'ai accompli mon rêve artistique? Et franchement, je dis que le rêve artistique, ce que j'ai eu compris, les parcours que j'ai eu, tout ça, c'est avec beaucoup d'humilité, je le dis, pour moi, c'est de travailler toujours. Toujours parce que c'est ma fonction, c'est mon métier, c'est ce que j'ai choisi. Et tant que le Seigneur me donne la vie, je ferai mon travail jusqu'au bout. Parce que j'ai vu des artistes, des écrivains, des artistes que j'ai lus qui ont vécu longtemps, mais qui ont travaillé jusqu'au dernier jour de leur vie. Exactement. Donc, plus vous travaillez, plus vous avez l'énergie. Plus vous travaillez, plus vous avez l'inspiration. Mais les bavardages, les conversations, ça ne m'intéresse pas simplement de travailler. Travailler, mais le contact humain m'intéresse. Donc, à travers ce que je fais, j'ai tellement de choses à raconter à travers mes œuvres que je me renouvelle. Et ça, c'est très important. Très important. Et parlant de contact humain, j'imagine qu'une aussi longue carrière est riche d'expositions, certes, mais elle est certainement riche aussi de rencontres. Ah, bien sûr. Quelle est la rencontre qui vous a le plus, on va dire, marqué et qui a été décisive dans votre carrière? Il y a deux choses qui m'ont beaucoup touché. Il y en a plein, bien sûr. Et la première fois, c'était en 1976, 77. J'ai rencontré l'un des plus grands peintres contemporains européens, Francis Bacon, à la galerie Christian Bernard à Paris, pas loin des Beaux-Arts où j'étais, de l'École nationale des Beaux-Arts de Paris. Ce monsieur, quand j'ai vu ses œuvres, c'était extraordinaire. C'était à la fois lumineux, c'était pointu, c'était très fort. Mais ce qui était extraordinaire pour moi, c'est, je suis sorti, je me suis trouvé sur le trottoir, je vois un monsieur venir. J'ai vu sa démarche, j'ai dit, mais plus il s'approchait, j'ai dit, mais c'est monsieur Bacon qui est là. Mais je vois le monsieur Francis Bacon, tel que je l'ai vu physiquement, c'est comme ça que je l'ai vu dans ses tableaux. Et ça, c'est une chose qui a été pour moi très poignant, extraordinaire. Ensuite, une deuxième chose, j'ai eu la chance d'aller à Malaga et de rentrer dans la demeure où Picasso est né. Et ça aussi, c'était un moment épique parce que Picasso, c'est un monsieur qui a joué beaucoup au niveau psychologique et tout dans mon travail. Et ça, c'est très important. Un jour, il y a des Américains qui m'ont demandé, ils m'ont posé une question, je ne me rappelle plus laquelle, je leur ai dit que j'ai puisé chez Picasso ce qui m'appartient. Parce que quand je vois les œuvres de Picasso, c'est toute la structure africaine qui se trouve dans le cubisme et tout. Exactement. Ce qui fait que quand j'enseignais mes élèves, je leur faisais comprendre que tout ce que l'Europe a de peinture moderne aujourd'hui sur le cubisme, la structure, provient de l'Afrique. Exactement. Donc, il faut respecter vos traditions, il faut respecter votre culture et aller de l'avant. Et ça, c'est une chose qui m'a marqué. Donc, c'est pourquoi, très souvent dans mon travail, je n'aime pas me répéter, je n'aime pas faire la même chose, comme je dirais, tout simplement, on ne mange pas toujours du foutou. Exactement, on ne mange pas toujours du foutou. Voilà. Et on va parler de votre travail, justement. Votre travail,
On remarque que vous utilisez beaucoup de papier, que vous lacérez. Oui. On sent quand même du nouveau réalisme dans votre technique. Je sens du nouveau réalisme. Je vois aussi du Jacques Maillet de la Villeglet. Je vois beaucoup de choses. Oui. Quelle est la place du papier dans votre création? Pourquoi le papier? Pourquoi pas quelque chose d'autre? Vous voyez, le papier est une matière extraordinaire. Je ne suis pas le premier à l'utiliser, bien sûr, mais je pourrais dire que ce que je fais en général dans mon travail, ce sont des tranches de vie. Quand on était à l'école primaire, on travaillait sur du papier. Et cette matière qui est là est quelquefois aussi plus solide et tient longtemps, puisque c'est un témoignage, c'est un parchemin, c'est toute une vie qui est dedans. Quand on écrivait avec la plume, à l'encre, ça m'a toujours marqué. Donc, j'ai vécu plusieurs parcours dans ma peinture et je me suis dit comme ça que l'imaginaire de l'homme et la créativité ne contraint pas un homme à se figer sur une seule matière. C'est aller à la découverte d'autres choses. Et au fur et à mesure, j'ai trouvé que le papier m'intéressait. Et ensuite, ce qui m'a mené aussi au papier, que beaucoup de gens n'observent pas, dans les paysages que nous avons, surtout en Côte d'Ivoire, il y en a partout ailleurs, quand vous regardez les affiches qui se lacèrent, qui se déchirent, qu'on décompose, il y a toute une vie, toute une philosophie, toute une histoire aussi. Toute une histoire de l'affiche et de l'espace. Et moi, c'est fondamental. Je ne passe pas devant les choses d'une façon inaperçue. J'observe toujours. J'observe et je retiens toujours. Même une goutte d'eau qui tombe sur le sol laisse une empreinte. Le temps laisse des empreintes. Donc, toute ma vie a été de parler de ma vie, de mes tranches de vie à travers mes travaux. C'est ce que je fais. Donc, je ne perds pas mon temps à des réflexions philosophiques, à expliquer des choses, mais je me laisse gagner par le thème qui, après, me dit voilà ce que je voulais te montrer et j'accepte ça. Voilà comment j'ai commencé à introduire du papier, parce que ce papier qui est là, quand il vieillit, il a une structure. Quand vous le mettez à la maison, au fur et à temps, il prend une certaine vieillesse, exactement comme l'homme, comme le mur qui s'est parchemine. Il y a une coloration aussi qui va. La coloration, il y a tout ça qui joue. Exactement. Et tout. C'est pourquoi je me suis refusé de faire comme beaucoup de peintres, c'est-à-dire de prendre des objets hétéroclites pour mettre à gauche, à droite, pour faire une œuvre. Mais je me suis dit comme ça que le papier qui fait partie de ma vie, qui est dans ma maison, je l'utilise, mais je ne vais pas ramasser dans la rue. Ah non. Ce sont des choses que je travaille. Je les façonne, je les sculpte, je les amène à me parler, à causer, à dialoguer avec ces papiers et puis à mettre cela en vue. Mais il n'y a pas que le papier. Vous invoquez aussi dans vos créations des éléments qui viennent du folklore, des légendes africaines, un symbolisme africain qui est très fort. Ah, mais exactement, parce que je fais partie de cette culture. Parce que vous voyez, les gens confondent la culture souvent. Les gens s'imaginent que avoir de grands diplômes et tout, c'est ça la culture. Non, on a notre tradition de base, on a notre vie, mais en même temps, chacun de nous a sa tradition personnelle. Sa tradition personnelle. Personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais c'est simple. Vos parents vous éduquent, vous vous éduquez. Mais si vous ne vous éduquez pas vous-même, vous n'allez pas devant de restructurer votre vie, que vous voulez vivre comme vos parents qui ont vécu il y a 50 ans, 60 ans, ce n'est pas possible. Donc il faut vous aussi amener autre chose. Votre culture personnelle. Votre culture personnelle. Okay. Voilà. Okay. Si je prends par exemple, il y a longtemps, j'ai peint des tableaux à la plume et à l'encre de Chine parce que quand j'étais petit, on écrivait à la plume. Bon, on faisait les poèmes, on illustrait les récitations et tout. Donc aujourd'hui, j'ai introduit la plume, puis il y a des traditions, des choses que j'ai apprises autour de moi, dans ma famille, au contact des personnes âgées, au contact de la vie. J'ai essayé d'introduire cela dans mon travail. Dans le travail. Voilà. Mais souvent, je ne les ai pas fait sciemment. Ça a été deux fois d'une façon inconsciente. C'est venu comme ça parce que c'est des choses qui sont ancrées en vous. Ancrées en nous. Donc, c'est venu comme ça. Donc, du coup, la question qui suit a un sens. Oui. Est-ce que Tamsy Dia, vous êtes un artiste qui est
un artiste spontané ou un artiste qui accorde une grande place au travail préparatoire en atelier? Pensez à la composition, à la dominante, à la tonique, au jeu chromatique. Est-ce qu'il y a un travail préparatoire où tout est fait d'un coup, d'un trait, on va dire absolument pas. À la prima. Absolument pas. Non. Et je remercie le Seigneur, le bon Dieu, parce que c'est le Créateur divin. Je le remercie pour ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des œuvres que je fais sur 10 ans. 6, 7, 8, 9, 10 ans, 15 ans, même 20 ans, je reprends. Parce que je trouve qu'il y a des choses encore que j'ai à dire dedans. Mais dire qu'une œuvre, je la peins, elle sort en 50 minutes, en 1 heure, en 2 heures, même en 3, 4 jours. Si je dis j'ai fait ça, c'est faux. C'est un parcours, je dirais presque du combattant, parce que ça demande toute une réflexion, toute une pensée, toute une sensibilité. Et en même temps, c'est douloureux d'extraire cela. C'est une naissance, c'est une vie que vous mettez là. Mais vous ne vous fourvoyez pas en disant, bon, j'ai fini, c'est terminé. Et puis non. Je me rappelle l'histoire d'un peintre français, je crois que c'était Claude Monet, si je ne me trompe pas, qui avait fait un tableau. Puis, au jour du vernissage, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. C'était NFA. Ouais, les NFA. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu, il a retravaillé dessus. Mais moi, je trouve ça extraordinaire. C'est pourquoi je préfère puiser dans l'esprit des artistes éminents. Je dis bien puiser dans l'esprit. Ce n'est pas les techniques qui m'intéressent forcément, mais c'est leur esprit qui m'intéresse. Et moi, dans mon travail, c'est l'esprit. Voilà. Ce n'est pas forcément la technique ou quoi. La technique, c'est important, mais quand l'esprit y est et que vous mettez la technique, vous pouvez atteindre quelque chose. Moi, c'est très important, c'est fondamental. C'est fondamental. Voilà, c'est fondamental. Donc, faire une œuvre et puis dire en 10 minutes, 20 minutes, c'est terminé comme ça dépend des dimensions et tout. Bon, si je prends cette œuvre-là, j'ai commencé combien de fois, je l'ai retapé, je refais et tout. Mais c'est ma vie, c'est comme ça que je suis. Mais du coup, à quel moment vous êtes sûr que cette toile, ça y est? Et comme disait mon professeur, puisque vous connaissez son nom, Yankel, il dit, quand un tableau n'est pas mûr, il n'est pas cuit, vous n'êtes pas satisfait. Même quand vous partez, vous la voyez, cette œuvre-là, vous l'emmenez à la maison, vous refaites ça. Là, nous sommes en train de parler. Il y a quelques jours, j'ai sorti des tableaux, même il y a 2 même qui sont là, qui m'attendent, qui datent d'il y a au moins 15 ans. Je me rends compte qu'il y a quelque chose à faire. L'année dernière, j'ai commencé une série de travaux qui n'ont rien à voir avec ce que je fais maintenant, presque pas. Donc, ce travail, quand j'ai regardé le tableau, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis allé me coucher. À 2 heures du matin, je me suis levé pour travailler dessus. Je suis allé me recoucher, je me suis relevé encore pour travailler dessus. Après, j'ai trouvé que c'était bien, j'ai laissé ça. J'ai vu un autre aussi exactement et je reprends. Parce que je ne suis jamais satisfait de dire que c'est terminé, c'est comme ça, non. Parce que c'est un dialogue permanent entre moi et le support. Et le support m'interpelle. Il me parle, il me dit, ce que tu as fait, ça ne me convient pas. Il y a quelque chose qui manque, mais je ne vais pas me laisser gagner par la paresse, je ne vais pas me laisser gagner par... Non, il faut travailler. Et puis plus vous travaillez, plus l'idée vient, plus vous travaillez, plus l'inspiration vient. Et moi, toute ma vie, c'est le travail et ça vient. Et je ne me prive pas de travailler. Et je ne fais pas, je ne détruis pas, je n'abîme pas parce que ça peut toujours servir. Un enfant, quand vous l'avez conçu, vous ne le tuez pas parce qu'il est handicapé. Vous l'amènerez à le façonner, à le mettre sur une bonne voie, comme un arbre qui est penché, et puis vous le remettez en place. C'est ça la peinture. Et ça, j'ai découvert ça à travers des grands peintres comme Picasso, comme Van Gogh, comme Soutine, des gens comme ça. Parce qu'il faut puiser l'esprit, dans l'esprit des grands artistes. Vous évoquez Shahin Soutine. Oui. Moi, je sens aussi, en tout cas, vous êtes expressionniste. Exactement. Parce que moi, j'ai vu vos toiles, j'ai eu la chance de voir vos toiles avec seulement de la peinture. Oui. Quand il n'y a pas trop de roulage encore, j'ai vu. Et ça, c'est Munch, c'est expressionniste, il n'y a rien à faire. Oui. Et quand vous évoquez Soutine, je comprends. Oui. Là, je suis sûr. Qu'est-ce que vous pensez de cette jeune génération d'artistes qui font la fierté de la Côte d'Ivoire hors de nos frontières et voilà, qui sont connus à Boudia, Yonzi, Armand Bois? Qu'est-ce que vous pensez de leur travail? Écoutez, vous commencez tout à l'heure. Vraiment, ce sont des jeunes. 10 jeunes même, c'est un peu péjoratif.
Ce sont des grands artistes. Ce sont des grands artistes. Et ce qui me plaît chez eux, c'est la perception que j'ai de leur travail, c'est qu'ils ont refusé de copier leurs professeurs, leurs prédécesseurs. Ils ont refusé de copier les autres. Les jeunes aujourd'hui qui sont en Côte d'Ivoire, il faut les féliciter, il faut les considérer. Ce sont des grands artistes, des grands peintres. On n'a pas envié des artistes qui viennent ailleurs. Chacun a sa manière de travailler, mais aujourd'hui, on a une panoplie d'artistes extraordinaires. Moi, quand je suis rentré dans cette galerie, j'ai vu des jeunes artistes ici travailler. Et ici, c'est la galerie Eureka, c'est extraordinaire. Chaque fois que je viens, je trouve quelque chose de nouveau. Tout à l'heure, j'ai vu une jeune dame qui a exposé ces tableaux-là, mais c'est formidable. Il faut le rappeler, la galerie Eureka fait un travail formidable pour la promotion des jeunes talents. Exactement, parce que c'est ce qui est dommage chez les jeunes artistes aujourd'hui. Ils ne vont pas dans les galeries comme une galerie comme ça. C'est un répertoire ici. C'est un répertoire. Ce n'est pas un bric-à-brac ici. Quand vous venez, vous avez toutes les tendances, tous les esprits qui sont là. Vous avez autant par la masse d'espace et tout, mais en même temps les gens qui peignent, qui travaillent. Et chaque fois que je viens, je découvre un nouvel élément. Donc pour moi, c'est formidable ce que la galerie Eureka fait. Exactement. Mais il y a une question que je m'en voudrais de ne pas vous poser, et beaucoup se la posent. Oui. Quel est aujourd'hui l'intérêt ou la nécessité de l'art contemporain dans un contexte sociétal africain? Aujourd'hui, l'art contemporain africain est un témoignage de la vie dans laquelle nous sommes rentrés depuis, je dirais, 1900, que nos papas sont rentrés, surtout même après la Seconde Guerre mondiale. Donc on a découvert beaucoup de choses. On a parlé tout à l'heure au Grand Marché du Plateau, les peintres du dimanche. Ils ont vu des choses, ils ont fait dessiner des paysages africains, des villages, et quelquefois on voit un village sur l'eau. C'était assez rigolo, assez naïf. Aujourd'hui, quand vous regardez ce que nous peignons, c'est tout à fait normal parce que nous sommes en contact dans un monde universel. Ce n'est plus le chant des pilons, ce n'est plus le temps des calebasses et autres. Donc nous sommes en train de vivre autre chose. Mais on a des peintres africains ici qui peignent des paysages de chez nous. Puis on a des jeunes qui peignent des images, des scènes de la vie des jeunes. Quand vous voyez leur style, leur habillement et les colliers qu'ils ont et tout, c'est-à-dire qu'il y a un témoignage qui se fait. On ne peut pas rester comme ça. Il y a une peinture contemporaine africaine de par le monde. Il y a une révolution qui s'est faite. Mais je me dis que dans 50 ans peut-être, des gens quitteront ailleurs pour venir chercher. Ils ont commencé depuis 30 ans déjà. Alors pour vous, Tamsidia, c'est quoi le rôle de l'art? Est-ce que l'art, le but de l'art, le rôle de l'art, c'est de témoigner du moment, de l'instant, de la vie, ou c'est beaucoup plus grand que ça? C'est une chose qui est beaucoup plus grande. C'est un témoignage du temps, de la vie, des choses qui nous interpellent et qui permettent à d'autres de voir qu'en ce temps-là, il y a eu telle chose qui se sont passées. Et ça, l'art a été toujours cela de tous les temps. Même dans nos sculptures, ça a été cela. Bien que avec le christianisme et les choses, différentes religions, on ait détruit des statues africaines et tout, c'était de la connerie. Donc aujourd'hui, il faut que l'Africain se rende compte qu'il a un patrimoine. Et nous avons contribué au développement de l'art moderne, à travers Picasso, à travers Matisse et autres. Donc on ne doit pas avoir honte de nos sculptures, de nos tableaux. Donc même le son de notre tam-tam. Quand vous voyez les gens danser la salsa, ça vient d'où la salsa? La salsa vient des pays mandingues. C'est le goumbé. Oh, c'est le goumbé. Ça, je l'apprends. C'est le goumbé. Le djembé, c'est le goumbé. Le djembé, là, c'est ça que la tumba. Ça vient de chez nous, c'est notre culture au Brésil et tout, le vaudou et tout. Mais on a tendance à ne pas nous mettre en valeur. C'est pourquoi, je ne vais pas revenir, ce n'est pas pour faire des compliments, c'est pourquoi cette galerie qui est là,
je dis que c'est une galerie qui est la bienvenue en Côte d'Ivoire, pour ne pas dire même en Afrique occidentale. On a la chance de la voir en tout cas. On a la chance de la voir. J'ai eu la chance d'aller dans beaucoup de pays, au Bénin, au Togo, jusqu'à dans le palais de Béhanzin. Mais je dis, cette galerie, c'est une bénédiction pour nous. J'ai été au musée de Bamako. C'est l'esprit qui existe dans la galerie, c'est ça qui est important. C'est l'esprit. Et c'est cet esprit-là que j'aime. Exactement. C'est cet esprit. Parce qu'on peut avoir une galerie, mais si l'esprit n'y est pas, la vie n'y est pas. Cette galerie, c'est une galerie de création. Exactement. De découverte, d'ouverture d'esprit. Cette galerie est là. Effectivement. Voilà. Donc on revient sur le rôle de l'art. Pour vous, l'art, vraiment le témoignage. C'est un témoignage de la vie, c'est un témoignage de l'histoire, c'est un parcours de l'existence de l'être humain dans sa société, dans sa vie. J'ai parlé des panneaux d'affiches. Aujourd'hui, quand vous parlez des évangéliques, des machins, vous regardez les affiches des panneaux, et on voit on écorne ça, on déchire là, on fait tout. Mais ça fait partie de notre société, de notre vie. Moi, je ne reste pas indifférent à cela. Même un mur qui se fissure a une importance. J'ai vécu à Treichville tout petit. Jusqu'à aujourd'hui, je vois certains murs où le mur est là, il a été peint il y a 60 ans. Je vois des tôles qui existent là depuis 45-50 ans. Mais je ne suis pas indifférent. Des fois, je sors pour passer, pour retrouver la senteur, l'odeur ou chose qu'on appelle le mur qui était là, la couleur qui a été changée. Et c'est ce qui se passe dans mes œuvres. Alors Tamsir Dia, vous êtes auréolé de 47 ans de carrière artistique. Une longue carrière, riche carrière qu'on a égrenée ici. Oui. Est-ce que vous dites qu'aujourd'hui, c'est le temps de la transmission à une nouvelle génération, tout ce que vous avez bien pu acquérir, toutes vos connaissances artistiques? Je crois que cette transmission se fait, quel que soit à mon insu, et à travers ce que j'entends. Et je ne suis pas là pour citer des noms. Il y a des gens qui ont le nom aujourd'hui. Il y a un qui m'a interpellé, je dis, grand frère, c'est grâce à toi que j'ai fait ce genre de truc. J'ai été à telle exposition, on m'a dit, mais tu fais Tamsir Dia. J'ai dit, non, tu ne fais pas du Tamsir Dia. J'ai dit, tu fais ton travail. Parce que quand il avance par là, moi j'avance de l'autre côté. Donc l'inspiration et l'influence, ça fait partie du travail que nous faisons. Autant par ce que nos parents nous donnent, autant par nos maîtres, par nos professeurs, par nos enseignants. Mais après, c'est chacun de nous d'aller et de personnaliser son travail et ne pas rester figé. Il ne faut pas être figé dans le temps. Le temps n'est jamais figé. Il change constamment. Donc, quand on part de cela, il faut travailler tout le temps. Et les jeunes aujourd'hui, je pense qu'ils ont des moyens de pouvoir découvrir. Mais s'ils se laissent gagner par la paresse, ils ne peuvent pas. Moi, mon travail, je le fais. Celui qui vient découvre quelque chose qui lui convient dedans, il prend cette partie, il fait autre chose, il évolue vers autre chose. Donc en Afrique, nous allons évoluer. Mais si tu dois copier ce que ton camarade fait et constamment copier, tu n'évolues pas, tu ne fais pas du bon travail. Et cela montre que nous n'avons pas d'imagination, qu'en Afrique, ici, nous ne sommes pas créatifs et tout. Alors que nous sommes très créatifs au niveau de la rythmique des choses et tout. Donc, il y a beaucoup d'artistes, des jeunes. Des fois, je vois des affiches qui représentent des hommes, des trucs comme ça, mais ce n'est pas un monde occidental européen, mais c'est africain. Je vois ça. Exactement. Et ça m'interpelle. J'ai vu, puisque vous parlez d'Abuja, j'ai vu son affiche là. Je passais devant l'Institut français, j'ai vu son affiche. Et j'ai regardé 2 minutes comme ça. Voilà. Mais, ce qui m'a un peu dessus, j'ai vu plus son nom, bien grand et tout, et puis trop de trucs dessus. Je n'ai pas vu l'œuvre. Donc, c'est pour vous dire qu'on a des qualités. Il faut que les jeunes apprennent, qu'ils doivent apprendre à les chercher, à les découvrir. Découvrir la quête personnelle. Voilà. Exactement. Voilà. On a parlé de Soutine. Moi, je ne dis pas que telle personne m'a influencé. Celui qui m'a le plus influencé, je dirais, par son esprit, c'est Picasso. Mais un type comme Chaim Soutine, mais c'est un génie à la fois de douleur, de souffrance. Et quand je vois ces tableaux, je n'ai pas besoin qu'on me fasse des commentaires. Je n'ai pas besoin.
Parce que la lecture d'un tableau, c'est ça, tu le vois. Quand je lis un bouquin de Baudelaire, j'essaie de comprendre l'esprit qu'il a, pourquoi il a écrit ça. Amadou Kourouma, quand je l'ai lu la première fois, Le Soleil des Indépendances, mais bon Dieu, j'étais plié dans la nuit, j'ai rié, et en même temps j'étais là, je disais, mais ce type, il traduit toute mon enfance, toute ma vie. Quand je lis Kamara Lai, femme noire, femme africaine, je vois ma maman, je vois mes parents, je vois tout. Quand j'entends Fodeba Keïta, Minuit, de Fodeba Keïta, j'ai une œuvre qui s'appelle Minuit. Exactement, l'aura compris, Tamsir Dia, c'est le travail, oui. La quête personnelle. Il faut voilà. que l'artiste, en tout cas, oui. ait envie de découvrir, oui, envie de partir chercher. Oui, et puis de créer, de montrer, de dire qu'on peut le faire. Et tant que vous avez le souffle de vie, la vie en vous, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. S'il n'y a pas de travail ici, on ne va pas voir ça. Il y a un esprit qui est là. Exactement. Il faut travailler. Il faut travailler. Tant que vous avez un souffle de vie, il faut travailler. Qu'on soit cinéaste, qu'on soit acteur, quel que soit le métier qu'on fait, il faut, surtout les métiers de l'art, de la culture, il faut travailler. Il faut travailler. Je pense que c'est le mot qu'on va le plus retenir de Tamsir Dia. C'est les preuves qu'on laisse. Il faut travailler. Il Il faut travailler. faut travailler. Tamsir Dia, merci infiniment pour cette discussion. Oui. Merci pour cet échange enrichissant et édifiant. Et moi, ce qui me touche dans votre travail, dans votre vision de l'art, c'est qu'au-delà de la prouesse technique, au-delà du caractère technique, le fait de coller du papier et tout, qui permet à la matière de s'épanouir au travers un syncrétisme, une façon de mixer quand même des techniques. Ce qui me touche le plus dans votre travail, c'est cette volonté subtile de mettre l'homme au centre du questionnement. Et ce que j'adore encore, c'est que vous permettez aux spectateurs de s'incruster dans l'œuvre, dans les méandres du questionnement, pour se trouver un chemin, pour se trouver une voie et se trouver une interprétation. Merci. Laquelle interprétation n'est rien d'autre que le reflet de l'être qu'on est. Donc vous créez une sorte de mise en abîme perpétuelle entre les spectateurs. Exactement. Merci. C'est le dialogue permanent. Le dialogue permanent. Merci beaucoup pour votre travail. Et c'est vraiment un plaisir de vous entendre. Je pense qu'on pourrait passer des heures. C'est ici que se referme cette émission. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. J'ai été très heureux de cette discussion avec Tamsir Dia. Vous le savez, on se retrouve le mois prochain pour un autre numéro de Colloquium.